Alabama, 2004. Prison de Holman. Anthony Ray Hinton regarde l'assiette en plastique devant lui. Du pain rassis, un morceau de viande grise et un gâteau qui semble avoir été cuit il y a des semaines. Il ne la touche pas. Ce soir, c'est peut-être son dernier repas. Le couloir est silencieux. À Holman, le couloir de la mort comme une bête enchaînée. Les bruits métalliques des portes, les pas lourds des gardiens, les cris lointains, tout semble s'être arrêté. Comme si le temps, lui aussi, refusait d'aller plus loin. Anthony a 48 ans. Cela fait déjà 19 ans qu'il vit entre ces murs, condamné à mort pour un crime qu'il jure ne pas avoir commis. Et ce soir, on lui a dit que son exécution était proche. Pas demain, pas encore officiellement programmée. Il connaît les signes. Il les a déjà vus pour d'autres. Les regards qui changent, les papiers qu'on signe, les cellules qu'on nettoie trop vite. Dans l'obscurité de sa cellule, il ferme les yeux. Et tout revient. Anthony est né en 1956 à Birmingham, dans l'Alabama. Une ville alors déchirée entre deux mondes. L'un blanc, riche dominateur. L'autre noir, silencieux, méfiant, résilient. Il grandit dans une petite maison en bois sans eau courante. Sa mère, Lula, élève seule ses 10 enfants. Elle prie fort. Elle travaille dur. Anthony, lui, est un garçon rieur. Il aime courir dans les champs, jouer avec des morceaux de métal et rêver. Rêver qu'un jour, il deviendra mécanicien, ou écrivain, ou les deux. Mais à Birmingham, les rêves d'un enfant noir ont une durée de vie courte. À l'école, les enseignants sont durs. L'électricité saute souvent. Les livres sont vieux. La violence rôde dehors. Mais Anthony garde le sourire. C'est sa manière de survivre. Il est discret, pas bagarreur, un peu naïf parfois. Il ne se méfie pas assez des regards trop longs, des questions pièges. Et ce manque de méfiance, il va le payer très cher. À l'âge adulte, Anthony trouve un petit boulot dans un entrepôt. Il vit simplement, reste proche de sa mère. Il n'a pas de casier judiciaire. À l'aube des années 80, l'Alabama est encore gangrené par le racisme. Les crimes sont résolus vite, trop vite. Surtout quand la pression médiatique monte. En 1985, 2 meurtres secouent la banlieue de Birmingham. 2 gérants de fast-food tués dans leurs établissements de nuit. Un mode opératoire similaire. Une balle dans la tête. Pas de témoins, peu d'indices. La presse parle d'un tueur en série, la police est sous pression. Alors elle cherche un coupable, rapidement, et peu importe qui. Un matin mois d'été, la police tape à la porte de la maison de Lula Hinton. Anthony, en train de réparer une étagère branlante dans le salon, lève les yeux. 3 hommes en uniforme. Une voiture banalisée. Une atmosphère lourde. Anthony Ray Hinton? Il hoche la tête. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de John Davidson commis le 1er février dernier. Anthony rit, pensant à une erreur. Il n'a jamais entendu ce nom. Il n'a jamais mis les pieds dans le restaurant où l'homme a été tué. Mais la police ne rit pas. Elle l'embarque, menottée, sans résistance. Dans la voiture, un des officiers lâche froidement. On sait que c'est toi. On a retrouvé une arme chez ta mère. Anthony reste silencieux. L'arme en question est un vieux revolver que son ami Lester lui avait prêté des années plus tôt. Rouillé, rangé dans une boîte à chaussures. Jamais utilisé, selon lui. Mais, pour les enquêteurs, c'est suffisant. À la brigade, on lui pose des dizaines de questions. Où étais-tu ce soir-là? As-tu des témoins? Il répond calmement, il était chez lui. Sa mère peut le confirmer. Mais sa mère est sourde partiellement, elle ne pourra pas témoigner clairement. Et il n'a pas d'alibi solide. Dans un coin de la pièce, un agent observe, bras croisés. Il ne prend pas de notes, il ne parle presque pas. Il regarde, il juge. Anthony ne comprend pas. Il est innocent. Il ne réalise pas qu'à cet instant, sa vie est déjà écrite. Le procès s'ouvre en 1986. L'avocat commis d'office, un homme pâle et fatigué, ne croit même pas à son innocence. Il ne présente aucun expert indépendant pour analyser l'arme. Il ne fait pas appel à des témoins. Il ne relève même pas les incohérences du dossier. La seule preuve utilisée par l'accusation, la balistique. 3 balles extraites des scènes de crime. L'expert de l'État affirme sans la moindre hésitation qu'elles ont été tirées avec le revolver trouvé chez la mère d'Anthony. Et ça suffit.
Pour le jury, pour le juge, pour l'État de l'Alabama, Anthony Ray Hinton est condamné à mort. À Holman, le couloir de la mort n'a rien d'un mythe. C'est une étroite allée de béton où la lumière est artificielle, permanente. Chaque cellule est si petite qu'on peut en toucher les 2 murs bras tendus. Le lit est en métal. Les cris sont constants. Au début, Anthony s'effondre. Il arrête de parler. Il refuse de manger. Il n'a plus foi en la justice. Il veut mourir. Mais il tient, parce qu'il se dit que quelqu'un finira par l'écouter. Il commence à lire. Beaucoup. Il découvre Baldwin, King et même Shakespeare. Il échange avec d'autres condamnés. Il devient une voix, un pilier. Et surtout, il attend. Il attend pendant 30 ans. Holman Prison, 1995. 10 ans se sont écoulés. Anthony écrit chaque semaine des lettres à toutes les personnes qu'il peut imaginer. Journalistes, avocats, églises, organisations de défense des droits civiques. La plupart du temps, il n'a aucune réponse. Le reste, c'est des refus police. Il écrit à des gens qui ne le connaissent pas, suppliant qu'on s'intéresse à son affaire. Un jour, il écrit « Je ne veux pas sortir parce que j'ai peur. Je veux sortir parce que je suis innocent. » Mais ces mots restent enfermés entre les murs, comme lui. Un gardien lui glisse un jour « Tu devrais faire la paix avec ton sort. Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, c'est à toi de l'accepter. » Anthony répond doucement, sans colère. « Mais Dieu sait que je n'ai rien fait. » Un jour, un nom arrive à ses oreilles. Bryan Stevenson, jeune avocat noir, fondateur de l'Equal Justice Initiative à Montgomery. Un homme qui s'est donné pour mission de défendre les condamnés à tort. Anthony lui écrit une dernière lettre. Cette fois, il obtient une réponse et une promesse. « Je vais examiner ton dossier, de près. Je ne promets rien, mais je te crois. » En 1999, Stevenson commence à plonger dans l'affaire. Très vite, il repère des failles énormes. L'expert balistique utilisé par l'État n'avait aucune compétence réelle. Aucun test indépendant n'a été autorisé par le juge. L'arme d'Anthony ne correspondait pas avec certitude aux balles retrouvées. Stevenson demande un nouveau test balistique avec 3 experts indépendants. Leur conclusion est unanime. Rien ne prouve que l'arme retrouvée ait tiré les balles des meurtres. Elle pourrait tout aussi bien n'avoir jamais servi. Mais les tribunaux de l'Alabama refusent 3 fois de rouvrir le dossier. Pendant des années, Stevenson se bat. Il rédige des requêtes, présente des témoignages, harcèle les juges. Il se heurte à un mur de silence, de procédure, de lenteur. Pendant ce temps, Anthony vieillit. Il perd sa mère, morte sans jamais revoir son fils libre. Ce jour-là, Anthony ne pleure pas. Il reste assis, les mains croisées. Elle est partie sans savoir, mais moi, je vais tenir. En 2014, enfin, la Cour suprême des États-Unis accepte d'examiner le dossier. Et cette fois, elle tranche. « 19 juin 2015, Washington, D.C., Cour suprême des États-Unis. Dans un silence solennel, la Cour rend son verdict. 9 juges. Aucun désaccord. La voix du président de la Cour retentit. Monsieur Hinton n'a jamais eu droit à une défense adéquate. Le procès initial était entaché d'irrégularités majeures, la preuve principale ne tenait pas. En d'autres mots, Anthony Ray Hinton n'aurait jamais dû être condamné. Le système judiciaire de l'Alabama, sourd pendant 30 ans, vient de reconnaître l'impensable. Il a envoyé un homme innocent dans le couloir de la mort. À Holman, Anthony reçoit la nouvelle. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes. Puis, calmement, il demande au gardien « Est-ce que je peux respirer dehors maintenant ?» 3 avril 2015, prison de Holman. Anthony sort, vêtu d'un pantalon trop grand et d'une chemise de coton clair. Les portes s'ouvrent. Il lève les yeux. Le ciel est d'un bleu éclatant, presque violent. Il n'avait pas vu le ciel sans barreaux depuis 3 décennies. Il a 59 ans. La presse est là, les caméras, les microphones. Mais Anthony ne s'adresse pas à eux tout de suite. Il serre d'abord la main de Bryan Stevenson, son avocat, son frère de combat. Puis, il déclare d'une voix calme et lente « Je ne suis pas en colère, mais je veux que ce pays se regarde dans un miroir. » Il parle comme un homme qui a tout perdu, sauf sa dignité.
Libéré, Anthony revient dans un monde qui ne l'attendait plus. Sa mère est morte. Ses amis sont partis. Il n'a aucun diplôme, aucun emploi. Il ne sait pas comment fonctionnent les téléphones portables, ni Internet. Il est libre, oui, mais dans un monde qui a vécu sans lui. Il dort sur le canapé de son ami Lester. Il mange peu. Il marche lentement. Un journaliste lui demande ce qui a été le plus dur. Pas la prison, pas la faim, pas même l'attente de la mort. Le plus dur, c'est de savoir que personne n'a voulu m'écouter. Anthony s'assoit souvent seul sur le porche de la maison de Lester, son ami de toujours. Il regarde les gens passer, les enfants jouer, les voitures filer, mais il ne dit rien. Il écoute. Il observe. Il ne dort jamais plus de 3 heures. Chaque nuit, il se réveille en sursaut, croyant encore entendre le cliquetis des chaînes, le cri d'un autre détenu au loin ou le bruit métallique de la trappe qui s'ouvre quand on vient chercher un homme pour l'emmener pour toujours. 30 ans dans une cellule, ça laisse des marques qu'aucune liberté ne peut effacer. On lui propose un dédommagement. L'État hésite. Il faut des preuves, des formulaires, une nouvelle bataille administrative. Anthony refuse d'attendre encore. Rien ne pourra payer ce qu'on m'a volé. Mon temps, ma mère, ma vie. Peu à peu, Anthony prend la parole publiquement. Des écoles, des universités, des plateaux de télévision. Il raconte sans haine, mais avec une lucidité tranchante. Il raconte l'Amérique qu'on ne veut pas voir. Un jour, dans une université, un étudiant lui demande « Comment ne pas devenir amer ?» Anthony répond « Parce que la colère ne me rendrait pas ce que j'ai perdu. Et parce que si je me mets à détester, alors ils auront vraiment gagné. » Il devient un symbole vivant de la résilience. Pas un héros, non. Il refuse ce mot, mais un homme debout après l'abîme. En 2018, Anthony publie un livre, The Sun Does Shine, le soleil brille quand même. Il y raconte tout. L'enfance, l'arrestation, le couloir de la mort, mais surtout l'après. Cette reconstruction lente, ce combat pour ne pas se perdre. Le livre devient un best-seller. Oprah Winfrey le sélectionne dans son club littéraire. Des célébrités le lisent, le citent, mais Anthony, lui, reste le même. Il vit modestement. Il parle, il écrit, il marche beaucoup, et chaque matin, il lève les yeux vers le ciel. Je regarde le soleil, parce que pendant 30 ans, je ne l'ai jamais vu se lever. Quand on lui demande « Pourquoi toi? Pourquoi c'est tombé sur toi ?» Anthony répond toujours la même chose. Parce que j'étais noir, pauvre et sans défense. Son procès n'était pas une erreur, c'était une négligence délibérée, un produit d'un système qui voit la couleur de peau avant les faits. Son avocat commis d'office n'avait ni les moyens, ni la volonté de le défendre correctement. Il n'avait pas appelé d'experts. Il n'avait même pas remis en cause la seule preuve utilisée contre lui. L'arme. Un seul témoin. Une seule analyse balistique bancale. Aucune empreinte. Aucune vidéo. Aucune motivation. Et pourtant, il a été condamné à mort. Brian Stevenson, l'avocat qui l'a libéré, le dira plus tard. Il n'a pas été condamné pour ce qu'il avait fait. Il a été condamné parce qu'il était pauvre et noir. Depuis sa libération, Anthony se bat pour les autres. Il visite les prisons. Il écrit des lettres aux détenus qui clament encore leur innocence. Il intervient dans les procès de condamnés à mort. Je ne suis pas le seul. Je suis juste l'un de ceux qui ont eu la chance d'en sortir. Il insiste sur un chiffre glaçant. Une personne sur 10 condamnée à mort aux États-Unis serait innocente. 10%. Pour Anthony, cela veut dire que des dizaines d'hommes attendent la mort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Il regarde le public, parfois jeune, parfois indifférent. Il n'élève jamais la voix. Il ne dramatise pas. Mais il pose la question, toujours la même. Et si c'était vous? Beaucoup de ceux qui l'écoutent s'attendent à un discours de colère. Mais Anthony n'est pas venu pour ça. Il parle de résilience, pas de vengeance. De dignité, pas de haine. Un jour, lors d'une conférence, un homme du public lui demande « Tu leur pardonnes vraiment? À la justice, aux juges, à ceux qui t'ont condamné ?» Anthony réfléchit, puis il répond « Je leur pardonne, mais je n'oublie pas. » Parce que l'oubli autorise la répétition. Et moi, je veux qu'on se souvienne. Il n'est pas devenu militant, ni politicien, il est juste un homme libre, qui sait combien cette liberté est fragile.
Avril 2023. Anthony Ray Hinton marche lentement dans un parc de Birmingham. Le printemps est là et les fleurs s'ouvrent sans se presser. Il respire profondément. Il ne marche pas pour fuir. Il ne marche pas pour chercher. Il marche pour vivre. Chaque pas est une victoire contre le temps volé. Un journaliste l'interroge ce jour-là. « Après tout ce que vous avez traversé, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ?» Anthony sourit doucement. « Je suis debout, je suis libre, je vois le soleil. Vous savez, pendant 30 ans, je ne l'ai vu qu'en rêve. » Il se souvient encore de ce moment précis. 3 avril 2015, 10 heures du matin. Il franchit la grille de la prison et la lumière frappe son visage. Une lumière chaude, violente, immense. Trop pour ses yeux habitués à l'ombre. Il reste figé. Il n'avance pas. Il ne pleure pas. Il lève simplement la tête et dit à voix basse « Je suis vivant ». Aujourd'hui, Anthony n'a pas refait sa vie comme on refait une maison. On ne reconstruit pas 30 ans de silence et d'humiliation. Mais il a fait le choix de la paix. Il écrit, il parle, il pardonne. Son histoire, racontée dans des écoles, des salles d'audience, des universités, a fait naître des vocations. Certains deviennent avocats, d'autres journalistes, d'autres militants. À chaque fois, ils disent la même chose. C'est à cause de toi qu'on se bat. Dans ses conférences, Anthony termine souvent avec cette phrase « Ils m'ont enfermé dans une cellule pour un crime que je n'ai pas commis. Mais ils n'ont jamais pu enfermer mon esprit. Et aujourd'hui, je suis là, libre, pas pour moi, mais pour tous ceux qu'on n'écoute pas. » Il marque une pause. Puis il ajoute « Le soleil brille encore, et cette fois je suis là pour le voir. »